j'ai un honneur tout à fait particulier qui m'est fait cet après-midi, c'est celui de vous présenter celui qu'on ne présente pas. Donc je vous annonce que cette conférence qui va arriver va être prononcée par Alain Siroux. Donc je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Comme vous le savez, il est directeur de la rédaction de la revue Ciel et Espace et c'est un des fondateurs les plus importants de notre association, l'Association française d'astronomie, dans laquelle, à partir du magazine qui avait été mis en place par son compatriote Pierre Bourges, il a transformé la revue qui est à l'origine le Ciel Normand en revue d'abord Ciel et Fusée, puis Ciel et Espace. Et donc Alain est plus qu'un compagnon de route, il fait partie de ceux qui ont construit l'Association française d'astronomie et surtout la revue Ciel et Espace ces 40-50 dernières années. Donc c'est avec un très grand plaisir et honneur que je lui passe la parole pour vous parler de ce qu'il a fait quand le Soleil a eu un truc bizarre l'été dernier. Merci beaucoup Olivier, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de venir parler devant vous d'éclipses. Je dirais, il y a deux catégories de gens pour moi au monde. Il y a ceux qui ont vu une éclipse totale de soleil et les autres. Et évidemment, la première est beaucoup plus restreinte. Mais je crois que de tous les phénomènes astronomiques visibles, que ce soit, et un peu exceptionnel, que ce soit une comète, des étoiles filantes, je dirais, le ciel, les conjonctions, etc. Il y a une chose qu'on n'oublie jamais, 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 c'est une éclipse totale de soleil. Et c'est, en parlant même, moi j'ai un peu la chair de poule parce que ce moment est absolument unique dans l'histoire d'un individu quand il voit ce spectacle. Et j'ai eu la chance d'en observer quand même un certain nombre, à peu près une dizaine, et à chaque fois, ce sont des histoires absolument incroyables. Alors, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire ce moment très précis où le Soleil disparaît et vous allez entendre les spectateurs assister à ce moment extrêmement impressionnant. Voilà, je pense qu'il y a du son. Ce ne sont pas des rires enregistrés, c'est vraiment un moment saisi au moment où démarre l'éclipse totale de soleil et c'est toujours cette extraordinaire magie, l'impression d'être là au bon moment et d'assister à quelque chose qui est absolument unique au monde. Alors, je vais vous expliquer ce que sont les éclipses de façon générale, mais je dirais de façon un peu littéraire aussi, parce qu'il y a un côté jeu, il y a un côté extraordinaire dans l'éclipse, c'est les spécificités, le hasard extraordinaire qui doit exister pour qu'une éclipse ait lieu. On peut la comparer à un théâtre d'ombre. C'est vraiment un certain nombre d'acteurs, certains sont dans l'arrière-coulisse, et puis tout le monde avance et est prêt pour un spectacle que l'on sait devoir exister, mais qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience. C'est un théâtre d'ombre, mais ce n'est pas franchement un événement comme un autre. Il a ses fans, qu'on appelle les chasseurs d'éclipses. Les gens se donnent rendez-vous en disant « Oh, là, on se retrouve dans 2 ans en Espagne, on se retrouve dans 3 ans en Égypte ». C'est devenu presque une secte, entre guillemets, de chasseurs d'éclipses. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? D'abord, je vais vous présenter le projecteur. Le projecteur, dans une éclipse de soleil, c'est le soleil lui-même. Alors, ce qui est extrêmement difficile dans
dans cette présentation des acteurs, c'est un petit peu comme partout en astronomie, c'est les proportions. On a énormément de mal à se rendre compte des proportions. Le projecteur, alors j'extrais cette image du dernier livre qui est sorti sur le Soleil et qui est co-signé par des chercheurs et Milan Maksimovic, c'est si vous prenez tout le système solaire, et que je vous recommande, si vous prenez tout le système solaire et qu'il pèse 1 kg, le Soleil pèse 498 grammes. Et toutes les planètes, c'est 2 grammes. Vous vous rendez compte, c'est disproportionné. Et j'aime beaucoup ces images qui montrent la taille comparée de la Terre par rapport au Soleil. On voit là qu'on a déjà perdu pied quelque part. La taille du Soleil par rapport, la taille de la Terre, pardon, par rapport au Soleil, c'est moins d'1 centième. Et on ne peut pas se rendre compte de ça. C'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à imaginer, une masse de 2 milliards de tonnes, c'est-à-dire 330 000 fois la Terre. C'est quelque chose qu'on a énormément de mal à imaginer, avec une distance, encore une fois. Là, on est vraiment sur des masses, des distances, des choses qu'on a beaucoup de mal à imprimer, de 150 millions de kilomètres. Le Soleil, si on veut donner une référence un peu plus connue, c'est 400 fois la distance de la Terre à la Lune. On l'a d'ailleurs baptisé l'unité astronomique. Et quand on regarde les événements qui ont lieu à la surface du Soleil, surface entre guillemets, ou en tout cas autour du Soleil, comme cette protubérance qui s'élève là, avec toujours la petite Terre qui sert de référence, eh bien vous voyez que ça peut sans aucune difficulté atteindre des distances qui sont égales, voire supérieures à la distance de la Terre à la Lune. Donc ces fameuses éruptions, ces flammes du Soleil sont là, on les observe, il y a des périodes plus ou moins importantes. L'étoile Soleil, je dis souvent que c'est la seule étoile qu'on ne peut pas voir la nuit, et ce projecteur, un peu solitaire, c'est une étoile qui est célibataire, la plupart des étoiles sont doubles, mais celle-ci est plutôt moyenne, et en tout cas, elle est unique, en tout cas pour nous, puisqu'elle a apporté la vie, et c'est celle autour de laquelle nous tournons. Depuis quelque temps, grâce donc au progrès de l'exploration spatiale, on a des images animées du Soleil lui-même. Regardez cette vidéo qui vous montre le Soleil en activité. Alors là, c'est encore pareil, c'est chaque seconde des réactions de fusion au cœur du Soleil font que le Soleil brûle 620 millions de tonnes d'hydrogène qu'il transforme en 615 millions de tonnes d'hélium, et le reste, c'est de l'énergie. Donc on est très perdu dans ces chiffres-là, et évidemment, on le regarde comme quelque chose d'assez extraterrestre au sens propre du terme. Des amateurs aujourd'hui, et vous trouverez les instruments ici, et l'auteur ici est présent de ces images, filment grâce à des lunettes, des télescopes, l'activité solaire. Là, vous avez ici, voilà, on va y arriver, une tache solaire, et regardez là en activité. Voilà, elle est en mouvement. Ces taches montrent des différences de température à la surface du Soleil qui en fait révèlent des champs magnétiques. Champ magnétique, c'est l'électricité qui bouge, hein, et qui émerge de l'intérieur du Soleil et expulse une partie de la matière qui retombe dans des fontaines qu'on appelle des protubérances et qui suivent ces lignes de champs magnétiques. C'est complexe, c'est beau, c'est fascinant. On a ici, là, non pas une éclipse, mais un instrument qu'on appelle le coronographe, qui a été inventé dans les années 1930 par un Français qui s'appelle Bernard Liot et qui permet d'observer ça au jour le jour et quotidiennement. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des images en continu du Soleil qui sont bluffantes de qualité. Bon, voilà pour le premier acteur, le projecteur. Ensuite, on a un couple qui forme un ballet. C'est le couple Terre-Lune. Alors ça, c'est le couple Terre-Lune, c'est aussi quelque chose d'assez original dans le système solaire, dont l'origine est toujours discutée, puisque l'origine de la Lune n'est pas nécessairement encore tout à fait ajustée en termes d'origine, mais on pense que c'est au moment où le système solaire se formait, un objet de la taille de Mars serait rentré en collision avec la Terre primitive et aurait
créer un nuage de débris autour de la Terre en absorbant une partie de ce corps dans la Terre elle-même, et le reste aurait créé la Lune autour. Ça reste à confirmer, le scénario est assez solide, mais c'est assez naturel. Ce satellite tourne, vous le savez, autour de la Terre en à peu près 27 jours, exactement 27 jours,82, avec une distance moyenne de 384 000 km, mais je ne vais pas trop vous asséner de chiffres, vous les trouverez assez régulièrement, mais toujours avec les moyens spatiaux, aujourd'hui, on filme à distance le lien entre la Terre et la Lune. Et là, on est à distance, on est entre le Soleil et la Terre, et on voit la face cachée de la Lune. Et la Lune, on voit qu'elle tourne de façon synchrone, comme si elle était attachée par une corde à la Terre. Donc voilà nos deux objets supplémentaires. C'est un problème à trois corps. Alors, c'est quoi un problème à trois corps? C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire qu'ils sont en interaction. Ça s'appelle l'attraction gravitationnelle. Vous le savez, la Terre attire la Lune. La preuve, elle montre toujours la même face. La Lune attire la Terre. Il y a des marées, on les observe en bord de côte. Il y a aussi des marées terrestres. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par l'idée que le plancher sur lequel nous sommes monte et descende chaque jour de plus d'une vingtaine de centimètres. Je trouvais ça incroyable qu'on ne s'en rende pas compte. Et quand on monte et on descend de 20 cm au moins à chaque fois, parce que la croûte terrestre, elle aussi bouge. Et ce problème à trois corps fait que le Soleil lui-même, donc par son influence gravitationnelle, a une attraction qui est 2 fois supérieure à celle exercée entre la Terre et la Lune. Alors, ce qui permet les éclipses, c'est 2 choses. D'abord, un heureux hasard. Et puis ensuite, une petite subtilité. Le heureux hasard, et franchement, c'est entre guillemets miraculeux, c'est que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche. Donc, son diamètre apparent dans le ciel semble identique. Et donc, quand la Lune passe devant le Soleil, eh bien, elle peut l'occulter, l'éclipser. La petite subtilité, et c'est pour ça que vous n'avez pas un seul Soleil et une seule Lune, c'est que vous savez que la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite qui n'est pas circulaire, mais un peu elliptique. Donc, de temps en temps, on est un peu plus loin, de temps en temps, on est un peu plus près. Ce qui est assez original aussi, c'est que finalement, on est plus près en hiver et plus loin en été. Donc, le diamètre solaire est un peu plus petit de temps en temps, ou un peu plus gros. Et puis, c'est pareil pour la Lune. La Lune ne tourne pas de façon circulaire autour de la Terre. Elle est parfois un peu plus loin et parfois un peu plus proche. En fait, il y a pour la Lune 43 400 km de différence entre le plus près et le plus loin, ce qu'on appelle l'apogée au plus loin et le périgée au plus près. Donc, ça veut dire que les diamètres ne sont pas tout à fait exacts. Et parfois, vous avez une Lune qui passe devant un Soleil et qui ne l'éclipse pas complètement. Et j'en profite pour dire que la Lune s'éloigne aussi, à peu près de 3 cm, 3,8 cm, je crois, par an, et que dans 200 millions d'années, il n'y aura plus d'éclipse totale. Ça ne sera plus possible. On ne sera plus nécessairement là pour le voir. Donc, la mécanique des éclipses, c'est un principe de base qui est extrêmement simple. Alors là, on n'est pas du tout à l'échelle. Vous pensez bien que si on devait représenter la Terre et le Soleil sur cet écran, admettons que la Terre fasse 1 mm de diamètre, eh bien, le Soleil, on devrait le mettre à 11,7 mètres. La distance, c'est quand même extrêmement important. Et puis la Lune, elle serait proche de, je crois que c'est 0,3 mm. Donc vous voyez, on a du mal à représenter ça, mais dans l'esprit, c'est ça. Et là, vous voyez donc le principe de base d'une éclipse de Soleil. La Lune passe devant le Soleil, en tout cas la direction du Soleil, avec un diamètre apparent qui coïncide. Et puis, vous avez l'ombre de l'éclipse qui se projette sur la Terre, ici, et autour, ce qu'on appelle la pénombre, c'est-à-dire là où vous êtes légèrement de côté et vous voyez juste un morceau de soleil éclipsé, mais ça fait partie de l'événement lui-même. Voilà. Donc vous avez une éclipse partielle, qui est ici, visible d'ici, et une éclipse totale qui est presque en un point. Deuxième type d'éclipse solaire, cette fois-ci c'est l'éclipse annulaire. Donc là, vous voyez que finalement la Lune est un peu plus loin ici, et donc elle ne cache pas complètement le Soleil, il reste un anneau autour du Soleil,
D'où son nom, éclipse annulaire. C'est un principe assez simple. Donc 3 types d'éclipses de soleil, la partielle, l'annulaire et la totale. Il y en a une 4e que je ne vous ai pas mis, je vous la donne quand même, mais on appelle ça une hybride. C'est-à-dire que certaines éclipses sont à la fois totales et annulaires. C'est-à-dire que vous êtes dans une position où la trajectoire du Soleil fait qu'elle s'éloigne un petit peu, et parfois c'est total et parfois c'est annulaire. C'est arrivé, je crois, en 1912, visible au nord de Paris. On prend un peu de champ. Prendre du champ, pour moi, ça veut dire repartir dans l'espace et à partir de la Lune, regarder à quoi ressemble une éclipse totale de Soleil. Voici une éclipse hybride qui est observée par un satellite japonais il y a quelques années, et vous voyez l'ombre de l'éclipse se projeter sur la Terre. Si vous étiez sur la Lune, la Terre, c'est à peu près 4 fois le diamètre de la Lune vue de la Terre. C'est quand même assez gros, mais vous voyez que ce n'est pas petit, c'est une belle tache. Et observer une éclipse de la Lune, c'est voir l'ombre de la Lune se projeter sur la Terre avec une belle originalité. Si vous êtes dans la Station spatiale internationale, eh bien, c'est encore plus impressionnant. Et cette image a été prise à partir donc, de l'ISS par des astronautes au moment où elle arrivait sur les États-Unis. Et on voit là aussi cette ombre qui envahit la haute atmosphère et qui est assez impressionnante. En 1999, en particulier lors de l'éclipse du 11 août 1999, le célèbre Paco Rabanne avait prédit que la Station spatiale internationale allait tomber sur la Terre au moment de l'éclipse totale de Soleil. Il y avait un effet noir, obscur et terrible sur l'éclipse, sur les astronautes. Et comme toute prédiction de ce couturier décédé, c'est resté une prédiction. Voilà. Regardons à quoi ressemble une éclipse vue de l'espace, cette fois-ci filmée aussi par les satellites. Voici l'avancée de l'ombre au moment où la Terre tourne. Ça prend quand même une belle surface. On est toujours là sur les États-Unis. Et quand on regarde dans le détail, finalement, l'éclipse, et voici une animation qui a été faite par la NASA au moment où une éclipse passait sur les États-Unis, la taille de l'ombre va vous paraître extrêmement grande sur son cône et extrêmement petite sur sa pointe. Regardez. Voilà. La pénombre, c'est tout ça. C'est-à-dire à peu près 7000 km de diamètre. L'ombre est ici, c'est en largeur entre 200 et 300 km au maximum. Et vous voyez qu'il faut être exactement sous l'ombre pour que vous puissiez voir la parfaite éclipse. Et donc, il y a des endroits très précis pour retrouver et être dans l'ajustement. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont vu une éclipse totale en étant, au moment d'une éclipse totale, finalement, dans la zone de la pénombre. Donc, se trouver au bon endroit, au bon moment, quand arrive l'ombre. Voici une image qui montre justement le trajet de l'ombre. L'ombre vient d'arriver. Tout autour, c'est un paysage qui ressemble à un coucher de soleil à 360 degrés, mais là, vous êtes exactement au centre. C'est une nuit très particulière dont je vais parler un petit peu plus tard. Et cette image a été prise par des observateurs d'éclipses au Chili, à Cerro Tololo, dans la cordillère des Andes, avec un ciel extrêmement dégagé, mais c'est d'une extrême beauté. C'est d'une extrême beauté et c'est extrêmement court. C'est-à-dire qu'au maximum, une éclipse totale de soleil dure 7 minutes 30 pour une totale. Ça peut paraître un peu long, mais la première éclipse que j'ai vue durait 1 minute et 36 secondes, je crois, en Sibérie. Et donc faire un voyage, aller en Sibérie, se positionner dans un endroit particulier pour attendre l'événement, être regardé par les gens qui se disent « mais qu'est-ce qu'il vient faire là avec ses lunettes, ses télescopes et tout ?» pour 1 minute et 36 secondes et se dire pourvu qu'il n'y ait pas de nuages, c'est quelque chose qui est déjà un événement en soi. Mais 7 minutes 30, c'est l'éclipse maximum et 12 minutes 30 pour une éclipse annulaire. Donc c'est un événement pour sa centralité qui est extrêmement court. Alors,
il n'y a pas que des éclipses de soleil, il y a aussi le pendant, qui est l'éclipse de lune. Et on verra que, effectivement, une courte description de ce qu'est la mécanique céleste à une éclipse totale de soleil, où une éclipse de soleil est opposée à une éclipse de lune. Alors, là, c'est différent, parce que l'éclipse de lune, c'est la Terre dont l'ombre se projette sur la Lune, et c'est un phénomène beaucoup plus lent et qui est visible par l'ensemble de l'hémisphère concerné. Vous n'avez pas besoin d'être dans un endroit particulier, c'est tout l'endroit qui voit la Lune qui va assister à l'éclipse. Et cette éclipse vous permet d'abord de montrer que la Terre est ronde, puisque vous voyez l'ombre de la Terre se projeter sur la Lune. Donc, un argument, si on devait encore en donner pour les partisans de la Terre plate, mais je crois que les arguments ne servent pas à grand-chose dans cette affaire-là. Et puis, surtout, les éclipses de Lune ont une curiosité, c'est qu'en rentrant dans l'ombre de la Terre, il y a un phénomène qui s'appelle la réfraction atmosphérique, qui fait que les rayons solaires sont déviés par l'atmosphère terrestre et se projette sur la Lune comme un coucher de soleil. Donc vous avez aussi une question de couleur. Là, vous voyez cette éclipse qui avance. Voilà, les couleurs deviennent de plus en plus rouges. Voici la totalité, voici la sortie de l'ombre. Et la couleur de l'éclipse varie. On discute tout le temps de est-ce que c'était une éclipse très sombre ou pas très sombre, simplement parce que ça donne des indications sur la composition de l'atmosphère terrestre. Quand il y a du gaz, qu'il y a eu des explosions de type volcan, Pinatubo ou autre, ou en Islande, il y a beaucoup plus de poussière, il y a beaucoup plus de filtres en quelque sorte dans l'atmosphère terrestre, et le coucher de soleil est plus rouge. C'est un peu comme le sable du Sahara qu'on voit arriver sur nos côtes, et au coucher du soleil, vous avez ces couleurs jaunes, rouges, qui sont très impressionnantes. Ben, elles se projettent sur la Lune de la même façon. Donc, éclipse de lune, éclipse de soleil, en moyenne, on a 2 éclipses de soleil par an et 2 éclipses de soleil par lune, 2 éclipses de lune par an, pardon, et on peut en avoir 7 au maximum dans une année, donc c'est pas rare du tout. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'éclipse à chaque lunaison? Alors, sans rentrer dans le détail vraiment du sujet, on peut remarquer juste une chose, c'est que et vous le savez, la Terre tourne autour du Soleil, mais la Lune qui tourne autour de la Terre ne tourne pas sur le même plan. C'est-à-dire le plan est légèrement décalé, légèrement incliné. Si la Lune tournait dans le même plan que la Terre autour du Soleil, il y aurait des éclipses à chaque fois, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a une petite différence de 5 degrés. Et les deux orbites se coupent finalement à chaque tour quand même, c'est-à-dire tous les 27,3 jours sur ce que les astronomes appellent un nœud. Ça s'appelle un nœud. Donc pour qu'il y ait une éclipse, en fait, il faut une configuration où la ligne des nœuds pointe vers le Soleil, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Vous voyez cette animation où on va voir ce plan, voilà, avec ces 5 degrés, eh bien, il faut que ce passage entre l'orbite de la Terre et l'orbite de la Lune correspondent à un moment où ils sont dans la ligne des nœuds. Donc c'est un événement qui n'est pas rare, mais il faut que ça coïncide parfaitement. Donc il n'y a pas d'éclipse à chaque fois pour cette raison. Mais il y a une saison, c'est-à-dire que le cerceau de l'orbite lunaire, alors la Lune c'est très compliqué dans ses mouvements. C'est quelque chose qui a été extrêmement difficile à décrire par les astronomes parce que la Lune n'est pas un corps complètement stable. La Lune a beaucoup de ce qu'on appelle des irrégularités. Et dans les équations qui servent aujourd'hui à décrire la mécanique céleste, précisément pour savoir comment se comporte la Lune, il y a plus de 1500 irrégularités qui ont été notées. Donc il a fallu beaucoup de temps pour les repérer, mais on sait qu'il y a des régularités, et en particulier une saison d'éclipse qui a approximativement lieu tous les 6 mois et qui permet de dire qu'il y a au moins 2 éclipses de Lune et de Soleil possibles dans une année. Et puis, depuis très longtemps, les astronomes, et en particulier les Chaldéens, c'était 7e et
IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait repéré que les éclipses avaient lieu aux mêmes lunaisons et dans le même ordre tous les 18 ans et 11 jours. C'est très précis, mais ces observations faisaient qu'on savait qu'il allait y avoir une éclipse. On ne savait pas où, mais on savait à peu près quand. Et ces observations, qui ont été connues par les Chinois 2 millénaires avant Jésus-Christ, donc ça remonte vraiment aux premiers observateurs du ciel, donc les astrologues, qui étaient les ancêtres des astronomes, eh bien, ont montré ce qu'on appelle le cycle du Saros, sans doute improprement appelé, mais en tout cas qui affirme cette régularité et ce retour régulier tous les 223 lunaisons d'une configuration qui permet des éclipses totales et annulaires de Soleil. Voilà, donc les éclipses sont fréquentes, les éclipses sont maintenant bien documentées, mais au même endroit, elles sont quand même assez rares. Voilà, je vous ai mis une carte où on voit les dernières éclipses et les éclipses à venir. La dernière éclipse, c'était celle qui était visible aux États-Unis au mois de... Alors là, je suis un petit peu décalé. Voilà, avril 2024. Donc vous avez les éclipses totales ici et les annulaires. Donc la dernière a eu lieu au mois d'avril, elle est passée Mexique, Texas, elle est remontée sur le Canada. Beaucoup d'observateurs présents ici sont allés la voir. Vous avez une très belle éclipse, la prochaine éclipse qui est attendue le 12 août 2026, qui va partir. Sa trajectoire est assez incroyable. Elle va partir de Russie, dans la mer Blanche. Elle va survoler l'ombre, va survoler le Groenland, va survoler le bord ouest de l'Islande et va descendre en fin de journée vers l'Espagne. Donc il faudra se situer le 12 août 2026 pour observer soit ici, soit là. Vous pouvez tenter ici, mais c'est un peu compliqué en termes de voyage. Et vous avez aussi une très belle éclipse qui suit le 2 août 2027 et qui passe sur Algérie, Maroc, Tunisie, l'Égypte, elle passe sur l'Arabie Saoudite, le Yémen et se termine en mer. Donc vous voyez, vous pouvez vous faire votre carte des prochaines vacances avec pour destination des éclipses totales. Vous êtes sûr de visiter des pays à chaque fois différents et d'avoir un événement qui est assuré à coup sûr. Alors, les éclipses sont fréquentes, mais en même temps, elles sont rares au même endroit. C'est-à-dire, si vous prenez Paris, par exemple, Paris a eu une éclipse le 16 juin 1406, la suivante, c'était le 22 mai 1724, et la prochaine, je dis bien à Paris, ça sera le 3 septembre 2081. Notez bien, le 3 septembre 2081. En moyenne, une éclipse revient en un seul lieu tous les 370 ans. Parfois, on peut attendre un millénaire avant qu'une éclipse revienne au même endroit. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de mémoire, de référence locale sur les éclipses. Maintenant, c'est moins sûr avec les informations qui circulent à la vitesse de la lumière et sur les réseaux. Donc si on prend la dernière éclipse totale de Soleil, enfin pas la dernière, celle qui a été visible en 1724, voilà, c'était donc il y a 3 siècles, c'était Louis XV qui avait 14 ans à l'époque. L'éclipse traversait l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Elle avait été calculée, cartographiée, on savait à peu près où elle passait. Beaucoup de peintres ont saisi l'événement et on raconte que... Alors là, je vous ai mis le petit texte de l'astronome Jacques Cassini qui dit, voilà, Sa Majesté Louis XV s'est rendu au Trianon quelques heures avant l'éclipse, dont le commencement a été observé à telle heure. L'obscurité a eu lieu pendant 2 minutes et 16 secondes, très précisément, et les oiseaux ont cessé leur ramage et disparurent pendant quelques moments avant l'éclipse totale, et le roi vit très distinctement Mercure. Voilà, un premier compte-rendu très précis d'une éclipse, d'observation d'une éclipse réalisée par le fils du roi Soleil, en sachant que pendant le règne du roi Soleil, Louis XIV, il y a eu très très peu de taches sur le Soleil, et je pense que le mystère est encore patent de ce côté-là. Et donc, quand on fouille dans l'histoire, on va trouver, alors dans la littérature, je me suis beaucoup amusé à fouiller dans les différentes civilisations, différentes époques, les traces
des spectacles d'éclipses de lune et de soleil, pardon, on en trouve absolument partout. On en trouve des références plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc on trouve des pierres gravées, on trouve des tablettes en argile babylonienne, on trouve le sceau d'un empereur chinois, des manuscrits dont l'Almageste de Claude Ptolémée, qui était sans doute la plus grande œuvre de l'Antiquité au second siècle après Jésus-Christ, qui montre que le calcul des éclipses devient possible. Pas encore leur zone précise de visibilité, mais possible. Et avant... l'astronomie babylonienne disait si une éclipse était possible ou pas. Donc on trouve vraiment des traces absolument partout, et c'est le moment de préciser ce que le mot éclipse veut dire. Éclipse, c'est issu du latin, c'est du latin, pardon, et c'est issu du grec ancien. Et éclipsis, ça veut dire abandonner. Et avant d'adopter le terme grec, les latins utilisaient le mot labor, c'est une défaillance. Les éclipses, c'est la rupture d'un ordre. C'est une disharmonie. Je dirais même c'est une trahison. C'est-à-dire quelque chose d'immanent, d'aussi sûr, je dirais solide que le soleil, tout d'un coup est envahi par l'ombre, et cette ombre est tragique. Et première civilisation qui m'intéressait à regarder, c'était l'Égypte, parce que pour l'Égypte, le monde est une création, une recréation permanente et quotidienne. Chaque matin, le dieu soleil, qui s'appelle Ra, est enfanté par Nut, donc une déesse, qui est la déesse du ciel, et puis dans la journée, il est emporté par une barque qu'on appelle la barque solaire, et qui vieillit chaque heure jusqu'à disparaître dans le monde souterrain. L'éclipse, c'est une tentative d'interrompre ce rythme, et l'éclipse est attribuée par les Égyptiens à un monstrueux serpent qui s'appelle Apopie et qui tente de bloquer la barque du soleil dans son mouvement dans le ciel, et puis qui réussit parfois à voiler la face de Ra, quoi. Donc, que font les Égyptiens ? Les Égyptiens font un tapage extraordinaire, ont des tambours, crient, font le plus de bruit possible pour chasser le serpent Apopie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Donc, on a ces récits. On trouve aussi des récits un petit peu partout dans le monde sur cette peur locale quand arrive une éclipse totale. Et on voit bien que l'éclipse est synonyme de malheur. Donc, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on trouve un lien entre l'éclipse et les tremblements de terre. Bon, en Chine, c'est un dragon invisible qui mange le soleil. Là aussi, il faut faire du bruit, taper sur des gongs. Pour les Mayas et les éclipses, cette fois-ci, de lune, c'est plutôt l'idée d'un jaguar géant qui s'empare de l'astre des nuits. En Amérique du Nord, les Indiens utilisent des flèches enflammées pour essayer de rallumer le soleil. Enfin, on trouve des choses tout à fait extraordinaires. Moi, j'aime bien les Tahitiens et les aborigènes australiens que je trouve beaucoup plus romantiques pour eux. En fait, le soleil et la lune sont amants, mais il ne faut pas que ça se sache. Et en fait, quand il y a une belle étreinte entre les deux amants, ils ferment la lumière. Très joli. On va trouver, alors sur les manuscrits moyenâgeux, on trouve des choses extraordinaires. Par exemple, en France, le 21 août 1654, il y a une éclipse qui est annoncée, elle est synonyme de malheur, de pestilence. C'est vraiment assez sombre, hein. Ça va être un peu la fin du monde, pluie, famine, etc. Tout le monde se précipite dans les églises pour prier. Il y a une telle affluence qu'il y a un curé de campagne qui annonce que finalement, compte tenu de l'affluence, l'éclipse va être remise à une quinzaine. Donc on a ces témoignages qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines églises. Ça, ce sont des images, enfin, ce sont des photos que j'ai prises dans une église à Rome et qui montrent justement comment c'est inscrit dans la pierre, le phénomène lui-même. Et puis il y a les éclipses qu'on peut qualifier d'historiques. La plus célèbre étant celle de la crucifixion. Vous savez que dans un récit d'évangile qui est celui de Saint-Pierre, on trouve l'idée qu'au moment de la crucifixion, la lune était rouge sang, le ciel s'est obscurci, etc. Et les gens se sont posé la question de savoir, puisqu'on avait
des informations très précises. On a un lieu, c'est le mont Golgotha, on a une date, c'est celle de Pâques, on a un récit, on sait que Pilate a été entre 26 et 36 à Jérusalem. Il y avait deux hypothèses, donc, puisqu'on arrive à remonter maintenant le temps avec des calculateurs, deux hypothèses, celle d'une éclipse de lune ou une éclipse de soleil. L'éclipse de soleil était invisible à ce moment-là de Jérusalem. Par contre, pour l'éclipse de lune, c'est assez crédible pour le 3 avril, un vendredi 3 avril 33. Et je vous ai mis donc ce qu'on connaît le mieux au cinéma, c'est-à-dire Barabbas, dont le film qui a été tourné le 15 février 1961 en Italie a utilisé une éclipse, une vraie éclipse totale de soleil, pour que Anthony Quinn apparaisse en Barabbas et la crucifixion. C'est le seul film qui a été réalisé lors d'une éclipse totale de soleil. Autre éclipse très célèbre, celle de Christophe Colomb. Alors cette fois-ci, c'est une éclipse de lune, une éclipse historique, où là, on est en 1503. Colomb, pour son 4e voyage vers l'Amérique, s'échoue sur les côtes de la Jamaïque avec 2 caravelles. Et il a des gros problèmes, il reste au moins 6 mois, et puis il utilise les vivres des locaux qui commencent à en avoir marre, et puis qu'à un moment donné, ils disent « non, on arrête de vous nourrir, terminé ». Et Colomb avait emporté dans son bateau un almanach astronomique, et se rendu compte donc, que sur les tables astronomiques, il y avait une éclipse totale annoncée le 1er mars 1504. Et donc il a menacé le chef le cacique, qui était le chef des Indiens, en disant « Attention, mon Dieu, il n'est pas content à moi, si tu ne me donnes pas à manger, si tu ne remplis pas nos bateaux, il y aura une pleine lune montante, enflammée de colère. » Et puis, il rentrait dans le bateau. Il a attendu avec un sablier les 45 minutes suffisantes pour que l'éclipse des Mars soit totale, et il est revenu en disant « Bon, ok, on est magnanime, j'accepte ton don. » Donc c'est un moment très connu de l'histoire des éclipses, et ça a été utilisé par Hergé dans Le Temple du Soleil, où vous savez que, donc là on est en 1949 au Pérou, où Hergé, donc il y a Tintin, le capitaine Haddock et puis Tournesol, qui sont attachés au poteau et sont prêts à être brûlés. Et là aussi, Tintin a lu dans le journal qu'il allait y avoir une éclipse et menace. Et donc, il utilise cette information astronomique pour être libéré. La chose qui est drôle, c'est qu'il y a un enfant qui a signalé à Hergé par une lettre absolument fantastique qu'il s'était trompé dans cette illustration parce que, en fait, l'erreur, c'est que, comme on est dans l'hémisphère sud, l'éclipse, elle ne devrait pas être de droite à gauche, mais l'inverse. Et Hergé a été très marqué par la lettre de l'enfant qui lui a dit « Monsieur, vous vous êtes trompé !» Je trouve ça merveilleux. Voilà. Cette histoire d'éclipse, elle est intarissable parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Et il y a un moment qui est un moment de rupture qui s'appelle l'époque moderne, oui, de la science des éclipses, c'est-à-dire Galilée et l'invention, entre guillemets, de l'observation à la lunette. Ça change le monde, c'est la révolution copernicienne. Mais ça change le monde surtout parce que le Soleil devient un objet physique et non plus un dieu dans le ciel. Et les travaux des astronomes, Tycho Brahe, Kepler, avec des tables Rudolphine, et puis plus tard Newton, tout ça va donner une théorie solide finalement à la prévision des éclipses, et puis va être mise à l'épreuve par la vérité, les faits. C'est-à-dire prévoir, c'est aussi pouvoir corriger en conséquence. Donc on observe les taches solaires et on commence à décrire le Soleil comme une étoile à part et qu'on va surveiller. Donc il y a un renversement. Et ce renversement fait que des tas d'expéditions scientifiques pendant 2 siècles vont se succéder pour essayer de comprendre ce que sont ces éclipses, et avec au moins, je dirais, 2 buts. Le premier but, c'est de préciser la mécanique céleste. On veut savoir quand exactement et où exactement passent les éclipses. Et donc, on va ajuster la théorie avec la pratique et l'observation. Et donc, on va faire des déplacements, des expéditions pour aller observer les éclipses et essayer de comprendre si on peut améliorer leurs prévisions. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que
les observateurs ont remarqué que lors d'une éclipse totale du Soleil, il y avait une espèce de halo autour du Soleil. Et la question, c'est est-ce que finalement, ce halo, c'est une atmosphère autour de la Lune ou autour du Soleil? Et d'ailleurs, Arago, qui est un astronome bien connu à Paris, qui a son boulevard François Arago, avait appelé ça le halo lunaire. Il s'était trompé, voilà. Et il a fallu un certain temps avant qu'on réussisse, grâce à des expéditions scientifiques, à montrer que cette espèce d'aura, en quelque sorte, autour de l'éclipse, appartenait au Soleil et n'était visible qu'au moment des éclipses. Donc il y a quelque chose autour du Soleil qui apparaît comme un halo et qu'on va appeler la couronne solaire. L'exploration scientifique des éclipses va commencer, en particulier avec le fondateur de l'observatoire de Meudon, donc, qui est Jules Janssen, qui était un amateur d'éclipses tout à fait extraordinaire, et qui va découvrir, en pointant un des instruments qui permet de faire un spectre de la lumière solaire, va découvrir une ligne jaune dans ce spectre, qu'il va trouver très curieuse, en même temps d'ailleurs qu'un autre astronome anglais, et tous les deux vont, entre guillemets, publier en même temps. Il y en a un qui est assez loin, Janssen, il va envoyer une lettre à l'Académie des sciences, et on va découvrir qu'il y a une signature particulière autour du Soleil que Edward Frankland, donc un Anglais, nommera hélium, hélium de Hélios. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Janssen, c'est un personnage tout à fait extraordinaire qui, au moment où les Prussiens occupaient Paris, s'est, entre guillemets, évadé dans une montgolfière pour aller observer une éclipse en Algérie. Et tout à fait extraordinaire. Il est arrivé, il y avait des nuages. Il n'a pas pu la voir, mais c'était quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et puis, le plus important, je dirais, en termes de science au moment des éclipses, c'est la relativité d'Einstein. C'est-à-dire, Einstein, au début du XXe siècle, avait annoncé donc la théorie de la relativité en expliquant qu'une masse importante, comme le Soleil, déviait l'espace et le temps. Et donc c'est la base de la théorie, hein, c'est-à-dire vraiment une nouvelle vision du monde. Et un astronome anglais qui s'appelle Eddington s'est dit, on peut démontrer cela en observant des éclipses, en observant une éclipse. Alors comment? Simplement au moment d'une éclipse, vous pouvez voir des étoiles dans le ciel, à condition qu'elles soient suffisamment lumineuses. Et si vous pointez très précisément, ou si vous photographiez les étoiles au moment de l'éclipse, et puis que vous revenez 6 mois plus tard, vous regardez la même photo, vous allez voir si le Soleil a bougé, entre guillemets, la position des étoiles. Et là, l'éclipse qu'il a été voir était assez intéressante parce qu'il y avait un amas d'étoiles très brillantes derrière qui s'appelle l'amas des Hyades. Et l'idée, ça a été de faire 2 expéditions. Une expédition donc, qui avait lieu dans l'île de Principe, une île portugaise donc, à l'époque, qui est au large de la Guinée, et puis Sobral, qui est un petit village du nord du Brésil. Il n'a pas fait beau, mais ils ont réussi quand même à faire 16 photos, et puis il est revenu 6 mois plus tard, et il en a conclu, en comparant les images, que oui, le Soleil dévie la lumière des étoiles proches, donc la relativité générale est confirmée par l'observation. On a rapporté ça à Einstein qui a dit « bah oui, enfin, moi, la théorie, ça marche très bien, c'est normal que l'observation le confirme ». C'est à ce moment-là que Einstein est devenu une vedette internationale, mais ce n'était pas si évident que ça, parce que, imaginez, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1919, un savant anglais, donc Eddington, qui était à la fois aussi un objecteur de conscience, cherchait de l'argent pour confirmer la théorie d'un savant allemand. Ce n'est pas si simple que ça, mais cette expédition est restée dans les annales. Et puis, la fameuse éclipse annulaire et totale, un peu les deux, du 17 avril 1912 à Paris, ou dans la région parisienne, a été l'occasion extraordinaire de voir l'engouement du public pour les éclipses. Donc on a pour la première fois un aviateur qui s'envole
pour aller observer avec son passager. On a des ballons, on a le public qui se précipite dans les rues de Paris avec des verres fumés. Pour la première fois, une maison qui s'appelle la maison Bernot, qui est une entreprise de vente de combustible, fait produire 1 million de verres noircis tenus sur un carton circulaire qui porte son nom. Donc on voit la première publicité, au point que la presse de l'époque, c'est pas en oublie, mais en tout cas on minimise un événement qui restera dans les annales. L'éclipse a disparu, mais c'est le Titanic. Le Titanic avait coulé 2 ans auparavant, 2 jours auparavant, pardon. 2 jours auparavant, et ça ne faisait dans le Figaro qu'un petit, voilà, le petit morceau ici, et tout le reste était consacré à l'éclipse. C'est une époque où on est en pleine discussion sur l'existence ou pas de canaux sur Mars, avec Flammarion, où vous voyez des titres qui s'appellent L'éclipse, La Lune, qui sont des journaux politiques, caricaturaux, et j'adore l'iconographie de l'époque où, effectivement, on a une des méthodes d'observation de l'éclipse qui est validée, c'est observer dans un tonneau avec de l'eau et de voir l'événement. Vous vous souvenez peut-être de 1999, si vous avez assisté à cette éclipse totale de soleil, qui est la dernière grande éclipse visible, en tout cas en France, avec des millions de personnes, des millions de moyens de protection diffusés. Elle traversait toute l'Europe, donc sur une ligne à partir de Fécamp en France et vers le sud de l'Europe, et un certain nombre d'événements, beaucoup d'événements autour de cette éclipse, dont le survol, pas le survol, mais en tout cas une expérience réalisée par le Concorde, donc, qui a été chercher l'ombre de l'éclipse donc à l'ouest de l'Angleterre, ici. Le pilote, qui s'appelle Jean Prunin, et c'était une mission affrétée par l'Association française d'astronomie avec une centaine de personnes à bord, a été chercher l'ombre, a rattrapé l'ombre ici, et a suivi l'ombre en multipliant par 3 ou 4 le temps d'observation. Un précédent vol avait eu lieu en 1973, c'était avec André Turca, Concorde 001, et ça avait duré 73 minutes sur l'Afrique. Donc ça fait partie du jeu d'essayer aussi de profiter le plus longtemps possible du spectacle. Le spectacle, parce qu'il y a des spectateurs, il ne faut jamais oublier les spectateurs, c'est-à-dire nous. Alors, je vous ai préparé un petit vadémécum. Comment rater une éclipse de soleil? Extrêmement important, parce que quand vous allez pour voir un tel phénomène, c'est la première question qu'on se pose. Est-ce que je vais la voir? Première chose qui permet de rater une éclipse totale de soleil, c'est d'être au mauvais endroit. Voici la prochaine éclipse, donc celle de 2026. Donc, vous voyez bien ici qu'elle passe sur l'ouest de l'Islande et qu'ensuite qu'elle rejoint l'Espagne. Si vous êtes à Paris, vous allez voir quand même un soleil éclipsé à 80, entre 95 et 92%. C'est-à-dire que la France entière va voir une éclipse partielle de soleil. Mais si vous voulez voir la totalité, il faut descendre là. Le reste, ça ne sera jamais qu'une partialité. Et c'est très précis, c'est-à-dire que si vous êtes sur le bord du passage de l'ombre, vous n'allez pas profiter de la totalité de l'événement. Vous voyez bien ici que c'est limite, vous êtes sur ça, c'est une éclipse qui a lieu aux États-Unis. Si vous êtes au centre, vous allez avoir tout le temps du passage de l'ombre sur le bord, ce n'est pas tout à fait vrai. Autre chose, c'est d'arriver trop tard. Ça paraît évident, mais lors de l'éclipse de 1724, donc observé par Louis XV, il y avait un marquis qui avait proposé à 2 dames de la cour de voir l'éclipse à l'observatoire de Paris, qui était un observatoire tout récent. Donc évidemment, elles s'étaient pomponnées, avaient mis des robes magnifiques en honneur au soleil et tout. Et quand elles sont arrivées, le spectacle était terminé. Et le marquis a dit entrez toujours, mesdames. Le directeur est un de mes amis. Il se fera un plaisir de recommencer l'éclipse pour vous. J'adore l'anecdote, elle est formidable. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas trop boire comme I et O. Alors, c'est une anecdote, mais je l'adore aussi. C'est une histoire qui remonte au 22e siècle avant notre ère. Bon, selon la légende, c'est 2 frères qui sont
astrologues à la cour impériale qui s'appelle I et O, et qui avait pour charge de suivre les événements célestes, de définir les saisons, de prédire les éclipses, d'informer l'empereur de tout ce qui se passait dans le ciel. Hélas, dit la légende, ils aimaient trop la boisson. Et le jour prévu de l'éclipse, ils étaient ivres-morts et ils ont négligé de prendre les précautions d'usage en convoquant pas les archers ni les tambours pour effrayer le dragon. Donc l'empereur les fit décapiter, ça paraît normal. Et on prétend depuis lors qu'on n'a pas vu un seul astronome ivre le jour d'une éclipse. Après l'éclipse, si. Autre façon de rater l'éclipse, c'est d'être sous les nuages. Ça paraît logique, mais la météo n'est pas une science exacte, comme vous le savez, pour un lieu donné. Donc la résolution d'une maille météo, encore aujourd'hui, donc là, c'est, je vous ai mis les images de la dernière éclipse totale de soleil au Texas en avril dernier, une maille d'à peu près 10 km, et on voyait bien que ça bougeait, mais on ne savait pas exactement où aller. Dans ce cas-là, il vaut mieux plutôt prévoir les toutes dernières prévisions, être en lien avec les satellites. Enfin, maintenant, il y a des applications qui sont vraiment extraordinaires, qui nous permettent de faire quelques mouvements au dernier moment, mais il faut avoir une voiture, il faut être assez prudent de ce côté-là, mais la météo reste fondamentalement au centre des préoccupations, parce que quoi qu'il arrive, l'éclipse aura lieu, que vous soyez ou pas en visibilité de l'éclipse. Je vous ai mis ici les prévisions météorologiques pour la prochaine éclipse totale de soleil en 2026. Vous voyez très bien que si vous allez en Islande, vous prenez des risques, parce que la couverture nuageuse risque d'être importante. Elle n'est pas totalement nulle ici, mais c'est quand même un petit peu mieux, c'est quand même mieux. On est au mois d'août, on était en Espagne, donc là, il faut garder un peu de latitude pour pouvoir bouger, mais vous voyez bien que c'est pas terrible ailleurs. Rater une éclipse, c'est ne pas être protégé. En 1999, je me souviens de coups de fil d'amis des animaux qui nous demandaient s'il fallait mettre des lunettes pour les chats, les chiens, les vaches. La réponse est non, parce qu'ils ne regardent pas le soleil dans les yeux habituellement. Mais pour les humains qui veulent suivre un tel événement, c'est extrêmement important parce que c'est une brûlure irréversible et c'est sans douleur. Donc il faut réussir à se cacher, et pour se cacher, il faut éliminer les rayons nocifs c'est filtrer la lumière au 1/100 millième à peu près de l'événement. Donc les instructions sont très précises. Il y a une seule chose à savoir, c'est l'origine des filtres. C'est-à-dire qu'il y a une seule garantie, c'est ce qu'on appelle la norme internationale ISO, qui s'appelle ISO 123.12.2. Bon, retenez pas, mais vous le trouverez partout, mais c'est la seule chose à savoir, la provenance des lunettes. Et puis, si vous n'avez pas de lunettes, il y a des méthodes indirectes. S'il n'y en a plus, vous pouvez très bien regarder par projection, ce qu'on appelle sténopée, c'est-à-dire vous faites un trou dans une petite boîte et puis ça projette la lumière, vous voyez l'éclipse, ou simplement par projection avec une lunette. Bon, rester bloqué dans les embouteillages, c'est un peu une légende aussi. C'est-à-dire, on dit toujours attention, il ne faut pas aller sur les routes, ça va être embouteillé. La réalité, c'est que l'espace est quand même assez large, c'est au moins 200 km, et c'est sur des milliers de kilomètres, donc vous risquez pas grand-chose. Pour moi, le plus important, le plus grand risque, c'est de se laisser distraire. Et se laisser distraire par quoi? Eh bien, par l'idée de faire une photo, par exemple. C'est-à-dire, je veux faire une photo, tout en ignorant ou pas que certains en font des très belles. Voilà, une très belle photo. Vous dites, ça, je vais faire ça comme très belle photo. Vous installez un pied, vous prenez la tête avec des filtres, etc. Et vous dites, pourquoi pas faire une autre photo de la couronne solaire comme celle-ci. Celle-ci, c'est une des plus belles images que je connaisse de la couronne solaire faite par un amateur. Mais vous voyez, c'est tout à fait incroyable. La réalité, c'est que, en fait, vous ne vous en sortez pas. C'est-à-dire que quand l'éclipse va arriver, si c'est la première fois, vous allez buter dans le pied de l'appareil, vous n'allez pas voir le réglage parce que vous n'avez pas la bonne lampe, vous allez oublier d'enlever le filtre, etc. Donc ne faites pas ça, regardez au moins pour la première fois à l'œil nu direct, profitez du spectacle parce qu'il est d'ensemble. Ou alors faites un événement sportif, comme ce garçon. Moi j'adore ce garçon parce qu'il a réussi à faire une photo, il a été repérer la zone d'éclipse, c'est une zone où on faisait de l'escalade, il est arrivé au petit matin et il a réussi à installer un fil et fait ses photos.
au moment où l'éclipse a eu lieu, il a marché sur un fil, des copains l'ont photographié, et il s'est photographié, enfin, il a fait ces photos tout à fait extraordinaires et qui ont emporté des prix multiples à travers le monde, mais ça se prévoit des semaines à l'avance et ça se calcule, et c'est évidemment toujours un risque. Allez, il est temps de démarrer l'éclipse, il ne me reste plus beaucoup de temps. L'éclipse commence, il y a 4 contacts. Premier contact qui est très lent, deuxième contact, c'est les débuts de la totalité, troisième contact, on sort de la totalité, et tout ça s'étale quand même sur plus d'1 heure et demie. Donc le début est lent, l'éclipse, elle, est extrêmement rapide. Donc on démarre, on est bien installé. Côté américain, on a amené la bière, le chien, le bon truc, on est bien installé, on a tout ce qu'il faut. L'éclipse démarre, ça progresse doucement, et là, la lumière baisse. Mais elle ne baisse pas tout de suite, parce que vos yeux s'habituent et vos pupilles se dilatent. Elle va baisser de façon extrêmement importante dans la dernière minute. La température chute, les oiseaux, les animaux bougent. Vous voyez, tout le monde va se coucher, c'est tout d'un coup une obscurité qui s'installe, ou en tout cas un coucher de soleil extrêmement rapide. Le vent se lève, pas toujours, mais il y a une contraste de température. Vous sentez un souffle, et là vous commencez à être désarçonné. La lumière devient argenté, vous voyez des petits croissants dans les arbres, entre les arbres, projetés. Donc c'est des croissants sous les feuillages d'un arbre. Et puis vous voyez ce qu'on appelle des ombres volantes. C'est vraisemblablement des bandes alternatives sombres et claires qui sont liées à la turbulence atmosphérique, parce que la lumière arrive de côté. C'est un peu comme une piscine l'été, où vous voyez la lumière qui est dans le fond et qui bouge. C'est absolument incroyable, c'est très rapide. Et puis l'ombre arrive. Et l'ombre arrive de façon extrêmement rapide, c'est entre 1500 et 2000 km/h, parfois plus rapidement. Et là, paf, vous êtes envahi, top, c'est le début. C'est le soleil noir, c'est un coucher de soleil à 360 degrés, et vous voyez sur le soleil, vous pouvez enlever vos lunettes, et tout d'un coup, vous avez quelques petites lumières qui restent, qu'on appelle des grains de Béli. Les grains de Béli, c'est quoi? C'est le soleil qui passe dans les cratères du bord de la Lune, et qui sont ces grains de lumière qui ont été découverts par cet astronome qui s'appelle Béli. Et quand il n'en reste plus qu'un seul, on appelle ça l'anneau de diamant. C'est très beau, mais c'est très fugace, très subtil. Ça passe à très grande vitesse. Là, on est dans la totalité. Il s'est installé une semi-obscurité. Il ne fait pas de nuit, mais le soleil est noir. Autour de lui apparaissent l'atmosphère solaire, d'abord ce qu'on appelle la chromosphère, très proche, avec des éruptions. Parfois il n'y en a pas, parfois il y en a, mais elles sont rouges à l'œil nu. Vous pouvez regarder avec une paire de jumelles, sans lunettes. Vous apercevez autour ces halo qui s'appelle la couronne solaire, qui est invisible en dehors d'une éclipse, parce qu'elle est quand même 100 000 fois plus faible en luminosité. On voit des jets magnétiques. Voici la dernière éclipse, et on voit comment elle est perturbée, comment elle est très agitée, comment l'activité solaire déchire en quelque sorte le halo solaire, et puis à très grande distance, pour des images que je ne vous conseille pas de faire tout d'abord, vous avez cette extraordinaire activité de halo solaire et qui s'étend autour de l'astre du jour. Vous pouvez, si vous avez repéré sur des cartes du ciel, observer des étoiles ou des planètes brillantes, parfois même une comète. Et puis, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a l'impression que la lumière ne va jamais revenir, même si on connaît l'événement, même si on connaît le phénomène. On se dit, il y a une espèce d'angoisse à un moment donné, ça ne va jamais revenir. Et paf, l'inverse, une lumière, un diamant, un dernier flash, et voici le retour de la lumière. Et là, on est stone, on est écrasé. Tout le monde pleure, applaudit, s'embrasse. On ne le croit pas. On sait que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que la lumière va se rallumer, pas petit à petit, parce que c'est très rapide au début, mais on va faire tout le tour, mais plus personne ne regarde. C'est une communion. Et oui, j'en parle avec passion parce que j'ai souvenir d'avoir embrassé les gens autour de moi. Je n'aurais jamais embrassé autrement, et se dire, mais on se retrouve à la prochaine éclipse, on va à la prochaine éclipse. C'est sûr, on ne va pas la rater celle-là, parce qu'elle a duré trop peu de temps, même si elle ne dure que quelques minutes. Donc voilà les prochains rendez-vous. Donc entre 2025 et 2028, vous voyez que vous avez de la liberté pour pouvoir aller visiter
un certain nombre de pays. Il y en a une très belle sur l'Australie en 2028, Total. Donc c'est une belle occasion de voyage. C'est une super occasion de voyage. En voiture, en avion, en bateau, pourquoi pas en montgolfière. Vous pouvez essayer d'observer l'éclipse à partir du ciel. Vous êtes sûr d'une chose, une seule, c'est que l'éclipse, elle va avoir lieu. Que vous soyez là ou pas, qu'il fasse beau ou pas, l'éclipse aura lieu. Et donc, pour les gens qui sont sur place, c'est une énorme surprise parce que personne n'en a vraiment jamais vu de sa vie, il n'y a pas cette mémoire-là, mais vous arrivez, vous voyez quelque chose qui est absolument formidable, et cette poésie de la rencontre, de l'instant, du moment, elle s'exprime de façon magistrale, et je citerai Victor Hugo pour terminer en disant que la vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Merci beaucoup.